grosse ambiance ce soir à l'Orange Vélodrome. Et ça aussi c'est important, un Vélodrome ce soir qui sera quasiment plein. 60 000 personnes a priori. Voilà comment commence cette deuxième partie. Par un dernier retour du boss chez lui. Un immense retour, salué comme il se doit par toute l'armée des Marseillais. Mais comment, presque 30 ans après son départ, des centaines de milliers de personnes, de tout âge, petits, grands, peuvent lui rendre un tel hommage? S'il avait ramené l'Olympique de Marseille sur le toit de la France à la fin des années 80, il ne comptait pas s'arrêter là. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de l'OM de Monsieur Bernard Tapie. La main de Vata, voilà où nous nous étions arrêtés. Des illusions pour tout Marseille, mais pas pour son président, bien décidé à prendre sa revanche en Europe. À l'intersaison, Francescoli et Franck Sauzet quittent le club, ainsi que Didier Deschamps, prêté une saison aux Girondins de Bordeaux. Dans le sens inverse, Abedi Pelé et Eric Cantona ont acquis en expérience et sont de retour plus motivés que jamais. Stojkovic, le stratège yougoslave, débarque sur la Canebière en même temps que Fournier et Pardo. Mais Tapie ne s'arrête pas là et s'apprête à frapper un grand coup, bien décidé à faire passer l'OM dans une autre dimension. Lorsque la rumeur enfle, puis se confirme, Gérard Gilly a du mal à y croire. Il sort d'un doublé coupe-championnat et accomplit un début d'exercice plus que satisfaisant. 7 victoires et 2 nuls. Cependant, le 6 septembre 1990, Bernard Tapie parvient à convaincre Frank Beckenbauer de rejoindre la Canebière. 2 mois plus tôt, le Kaiser, à la tête de la sélection allemande, a été sacré champion du monde à Rome. Et la décision que j'ai prise, c'est de prendre un mec qui allait m'assurer le prestige que mon club n'avait pas. Qu'est-ce que j'avais comme handicap? Marseille, européen, méconnu. Ouais. Donc je prends Beckenbauer. Et ça a tout changé. Quand Beckenbauer arrivait dans les vestiaires avant un match de Coupe d'Europe, bonjour monsieur, c'était le Kaiser. On regardait l'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne, vainqueur et de la Coupe du Monde, et des Coupes d'Europe, etc. Avec Gilly jusqu'à la 9e journée, l'OM est en tête du championnat, mais Beckenbauer inaugure son arrivée par une première défaite contre Cannes à domicile, 1-0, où joue un certain Zinedine Zidane, 18 ans. Mais la recette ne fonctionne pas très bien. 10 matchs de Ligue 1, 6 victoires, 4 défaites, auquel on ajoute une défaite lors du match aller en 8ème de finale de C1. Beckenbauer est alors relégué au poste de directeur sportif, poste qu'il quittera d'ailleurs quelques mois plus tard, en désaccord avec sa direction. C'est le Belge Raymond Goethals qu'il remplace sur le banc. Le papy, j'ai un grand respect pour lui parce que je pense que j'ai vécu des grands moments avec lui. C'était un peu notre grand-père à tous d'ailleurs. Ouais. Il nous a fait tellement rire, que même aujourd'hui, tu vois, j'en ai la chair de poule de parler de lui. Parce que, je me rappellerai toutes ces causeries où il écorchait tous les noms des étrangers. Mais il aimait tellement le football, ouais. Avec sa mèche en arrière, il aimait tellement le football, ouais. Qu'on a eu la chance d'avoir un passionné avec nous qui nous a fait aller le plus loin possible, quoi. Et ça, c'est magique. Et cette fois, la mayonnaise prend et l'OM est inarrêtable. Une seule défaite en Ligue 1 sur la deuxième partie de la saison. Des victoires fleuves. 3-0 contre Metz en janvier, 7-0 contre Lyon, 6-0 contre Nantes ou encore 6-2 contre Nancy à la fin de la saison. Pour moi, toujours un bon supporter et comme maintenant, je regarde le public comme mon frère. La journée suivante, l'OM réalisa son plus gros score de la saison. Pour ce premier match de l'année 91, les Marseillais l'emportèrent devant Lyon 7-0. 4 buts pour Jean-Pierre Papin qui prit là une option sérieuse dans la course au meilleur buteur. C'est Vercruis qui ouvrit la marque, Germain inscrivant quant à lui 2 autres buts. Sur le front de l'attaque, Papin termine une nouvelle fois meilleur buteur du championnat avec 23 pions, suivi par Cantona, ex aequo avec Basile Boli, défenseur central mais quand même auteur de 8 buts sur la saison, assez fou.
Menés 1-0, les Olympiens égalisèrent à la 89e minute grâce à Basile Boli pour qui ce but restera le plus important de sa saison. C'est celui de Nantes parce que bon, c'était le premier et c'est celui qui m'a fait vraiment décoller, quoi. En Coupe de France, l'OM passe les tours assez facilement. 4-1 contre Strasbourg, 3-0 contre Dijon, 2-0 contre le PSG, 2-1 contre Nantes, puis 4-1 contre Rodez en demi-finale. Se profile alors une finale au Stade de France contre l'AS Monaco. Et ce rouleau compresseur n'a qu'un seul objectif, conquérir l'Europe. Et ce que beaucoup appellent aujourd'hui la meilleure équipe de l'histoire de l'OM, avec une composition juste délirante. Olmeta dans les buts, Amoros, Casoni, Moser, Boli, Dimeco, Germain Fournier, Waddle, Papin, Abedi Pelé. Cette équipe n'a qu'un seul objectif, remporter cette Coupe des clubs champions. En 16e de finale, l'OM s'impose 5-1 contre un club albanais. Puis après avoir perdu le premier match face au Lech Poznan, désolé pour la prononciation les Polonais, sous les ordres du Kaiser, l'OM redresse le tir et s'impose 6-1 au match retour. Qualification donc en quart de finale, où il retrouve le Grand Milan. Déplacement à San Siro, 80 000 spectateurs. Des millions de Français sont devant leur télévision. Et il faudra être très fort pour surpasser Gullit, Van Basten, Rijkaard, Baresi, Maldini ou encore Carlo Ancelotti, tous sur le terrain ce soir-là. Et Milan va ouvrir le score sur un but de Gullit. Mais quelques minutes plus tard, Abedi Pelé va très vite remonter le ballon et permettre aux siens d'aller chercher JPP, qui ne déçoit jamais devant la cage. Un partout, score final, le plus dur devra être fait au Stade Vélodrome. Préparez-vous à entrer dans la légende de l'Olympique de Marseille. Platini, Paul Gascogne, Belmondo, tous sont réunis à Marseille en tribune. Des milliers de Marseillais mettent une ambiance de feu, des tifos, des ballons, des fumigènes. L'Olympique de Marseille accueille le Milan AC pour un match historique. « 20h25, le match peut commencer. Poignée de main amicale entre les deux capitaines. Leurs prochaines rencontres sur la pelouse seront moins cordiales. Normal, ni Baresi ni Papin n'ont l'intention de faire leurs adieux à la Coupe d'Europe. Et d'entrée, l'OM est tout près de cueillir Milan, centre de Germain. Malheureusement, Abedi Pelé rate sa reprise. Il y a 15 jours, Pelé avait étonné les Italiens. Là, il a failli les assommer. Le début de rencontre des Marseillais est remarquable. Ils sont bien décidés à montrer aux Milanais que leur bon résultat du match aller ne doit rien au hasard. Résultat à 5e minute et deuxième occasion de but pour l'OM face à une défense de Milan en prise de vitesse. Centre de Fournier, Boli ne peut qu'effleurer le ballon et pourtant Basile y avait mis du cœur. Raymond Goethals n'a pas l'air trop soucieux, ses joueurs ont pris la mesure de Milan et le temps travaille pour Marseille. Ouverture de Pelé à destination de Waddle, Rossi anticipe bien, mais il glisse hors de la surface. L'arbitre suédois, M. Karlsson, siffle très logiquement un coup franc. Pour l'OM, c'est une nouvelle occasion de but et comme les deux précédentes, elle vient du côté droit. Coup franc tiré par Amoros, tête de Germain, au-dessus des buts de Rossi. Voilà pour les occasions marseillaises de la première mi-temps. Chose rare, Papin n'a jamais été en position de marquer, ce qui ne l'a pas empêché de se battre. Costa Curta et Baresi n'apprécient pas vraiment, mais le capitaine olympien va au bout de sa logique. Je crois que ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'on a joué avec notre cœur.
Et physiquement, on était très fort. Et quand on a gagné le combat physique, après, c'était fini. Fini, vite dit, car en face, il y a tout de même Ruud Gullit. Il reste toujours capable d'un exploit, comme sur ce centre d'Evani, où il va aller chercher un ballon apparemment impossible. Belle performance athlétique du Néerlandais. Malheureusement pour Milan, c'est la seule fois qu'il inquiétera Olmeta. Gullit n'a plus tout à fait la présence sur le terrain qu'il avait encore il y a seulement 2 ou 3 ans. Ajoutez à cela l'absence de Van Basten et il ne reste que ce tir de Rijkaard à retenir des 45 premières minutes milanaises. Bien peu pour une équipe qui doit absolument marquer pour espérer se qualifier. En fait, dans ce match, Milan sera dangereux encore un quart d'heure après la pause. 50e minute, belle talonnade d'Evani, mais Olmeta est plus rapide qu'Agostini. Le gardien de l'OM peut apprécier sa sortie, c'est propre et ça met en confiance. En fait, l'idéal avant le dernier coup de griffe de Milan qui va se présenter sous la forme d'un coup franc bien placé pour le gaucher Evani. On apprécie la suite sans commentaire. En deuxième période, Chris Waddle subit un coup sur la tête et semble totalement sonné. Mais, à la surprise générale, il reste sur le terrain. Sur une superbe action, il voit le ballon lui arriver sur le pied droit. Il ne réfléchit pas. Centre, déviation de la tête de Papin, reprise de Waddle, Rossi est battu, l'OM est aux anges. Alors que le match s'apprête à se terminer, il se passe quelque chose d'étrange. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Carlson, mais pour lui, le match n'est toujours pas terminé. Cette fois, il attend le retour de la lumière. Les Italiens profitent de la situation pour prendre la direction des vestiaires. Mauvais esprit, ils pensent que c'est la seule façon pour eux de s'en sortir. Leurs supporters, eux, sont au diapason. Ils ne sont pas particulièrement brillants. Une fin de rencontre bizarre, mais qui fera la légende de ce match. Des Milanais qui préfèrent ne pas revenir sur le terrain pour tenter de gagner devant les instances, plutôt que par le jeu. Victoire 1-0 des Marseillais, officiellement 3-0 par forfait. L'OM file en demi-finale. D'abord, il m'a dit, si tu élimines Milan, tout est bien, il m'a dit. Je dis, bon, on fait son possible. On a éliminé Milan, et puis il a dit, bon, quand on a éliminé Milan, ben, je ne vois pas ce qu'on ne va pas éliminer Moscou, il m'a dit. Bon, je dis, oui, mais attention, Moscou a battu le Real de Madrid. Et puis quand on a battu Moscou, je ne vois pas qu'on ne va pas battre les Slaves maintenant. Hein. Et voilà, voilà exactement, c'est ça l'OM, c'est ça le président de l'OM. Et se dresse devant eux le Spartak Moscou, surprise de ces demi-finales qui viennent de sortir le grand Real Madrid. Pas de panique, un déplacement compliqué à Moscou devant 103 000 personnes, c'est assez fou. Je n'ai pas retrouvé d'image d'ensemble sur le match, mais voilà, les chiffres sont fous. J'aimerais bien voir un plan assez large du stade parce que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui en Russie il y ait autant de monde. Bref, 103 000 personnes, ça n'effraie pas les Olympiens. Pelé, Papin, puis Vercruis, victoire 3-1 avant de s'imposer 2-1 à la maison grâce à Pelé et Boli. Moins de pression ce 24 avril que pour le choc face à Milan. D'ailleurs, Pelé ne laissa pas le suspense s'installer longtemps en battant Cherkessov dès la 35e minute. Héros de cette rencontre, il partagea la vedette avec Basile Boli, auteur du deuxième but. « 29 mai 91, Bari. 59 000 personnes. Finale de la Coupe des clubs champions. Étoile rouge de Belgrade, Olympique de Marseille. Au programme ce soir-là, des situations marseillaises, des occasions marseillaises, et des Yougoslaves totalement paralysés par l'événement. Mais l'OM n'en profite pas, et file progressivement vers une irrespirable séance de pénalty. Assez dingue, quand on revoit les images, de dire qu'une équipe tellement supérieure n'a pas réussi à marquer ce petit but. Vous le sentez venir, c'est l'histoire d'une séance de tir au but, comme les autres. C'est l'histoire d'un penalty, manqué par Amoros. Mais comment lui en vouloir? Contrairement à l'année passée, l'OM ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Mais comment est-ce que cela a pu arriver?
c'est le football, mes amis. Des larmes, beaucoup de larmes. Des carrières marquées à jamais par ce match qui laissera une trace indélébile chez tous les Marseillais. Quelques jours plus tard, en Coupe de France, l'OM échouera en finale contre l'AS Monaco. 1-0, usé moralement par son échec de Bari. Le 3e titre consécutif en championnat de l'ère Tapi n'aura pas la même saveur que les autres, après les 2 échecs en finale. Alors comment se relever après une telle saison, qui aurait pu et qui aurait dû être encore plus belle? Et quand on parle de l'OM de Tapi, on pense surtout à 1991 et à 1993 évidemment, mais jamais à l'année 1992. Et pour cause, si on peut résumer le début de saison à JPP, auteur de 23 buts sur la première partie, qui s'avère remporter le Ballon d'Or en décembre 91, une récompense tellement logique suite à son année, voilà, je pourrais en faire une vidéo, et j'en ferai d'ailleurs une vidéo dédiée tellement son année est folle. Mais voilà, sorti de là, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir de positif sur cette année 92. En championnat, les Marseillais ne connaîtront la défaite que 3 fois, et dès le début du mois d'octobre, ils ne quitteront plus jamais la première place du championnat. Aucune adversité cette année-là, une équipe beaucoup trop forte pour le reste de la Ligue 1. S'ajoute à ça, l'incident à Saint-Etienne à la descente du bus, où Papin reçoit une canette sur la tête, un match qui sera rejoué par la suite. L'essai en tant qu'entraîneur d'Ivic, qui sera rapidement remplacé par Gotals une nouvelle fois. L'élimination dès les 8e de finale de C1 par le Sparta Prague, mais surtout le drame de Furiani en demi-finale de Coupe de France, viendront ternir cette saison que tout le monde veut mettre de côté, à la mémoire des victimes à qui l'on pense encore très fort aujourd'hui. Pour finir, voilà, sur une note plus positive sur cette saison 91-92 sur laquelle j'ai pas non plus envie de m'éterniser. Le dernier match de la saison au Vélodrome, l'OM reçoit Cannes, où brille un certain Zinedine Zidane, qu'on avait rencontré déjà l'année précédente, pour un beau spectacle. Dernier match de Papin au Vélodrome qui annonce son départ pour le Grand Milan. L'occasion d'ailleurs de marquer son 38e but de la saison. Pourquoi également cet engouement? Parce que vous le savez, c'est la dernière apparition de Jean-Pierre Papin ici au Stade Vélodrome. La fin d'un cycle, la fin d'une équipe qui rend tout le monde un petit peu triste, à commencer par le président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie. Il repart au centre du terrain. Je crois qu'il va quand même lui falloir un micro. Jean-Pierre Papin seul au milieu du Stade Vélodrome, et il a un micro. On va l'écouter. Et lui, pour le moment, écoute son public qui lui fait une ovation. Eh bien, je veux pas trop m'attarder parce que je vais me mettre à pleurer autrement. Alors, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que je vous laissais la primeur de mon transfert. Parce que je crois que depuis 6 ans, on s'est jamais menti. On a toujours fait vrai ensemble. Alors, je pense que si je m'en vais là où je vais maintenant, c'est parce que je vous dois beaucoup, certainement tout. Et je voulais vous dire que je m'en vais au Milan AC l'année prochaine. Et que je tenais à vous dire merci du fond du cœur. Et surtout que je ne vous oublierai jamais. Et je voudrais aussi dire un mot à mon président parce qu'il y a 4 mois, il m'a fait la promesse de me laisser partir où je voulais aller. J'ai choisi Milan AC, il a fait tout son possible pour que ce soit Milan AC. Alors je vous dis merci et on va tout faire pour gagner le 4e titre ce soir. Pas un sifflet, pas un geste de déception, pas un mot. Charles, vous l'avez peut-être pas vu, mais quand Jean-Pierre Papin a prononcé ces paroles à propos de Bernard Tapie, eh bien, ça en a été trop pour le président de l'OM. Il est allé se réfugier au vestiaire, il est maintenant monté dans sa loge et il était vraiment, vraiment très triste.
Et voilà, il est temps de tourner la page. La grande équipe de 91 a connu quelques changements, avec les départs de Cantona, Fournier, Germain, Pardo, Vercruis, Tigana, Papin, Waddle, Moser. Difficile de reconstruire après de tels départs sur les 2 dernières saisons. Mais Tapi trouve quand même des ressources. Il recrute Angloma, Boxish, Rudy Voller, Fabien Barthez et Marcel Desailly. Et pour attaquer cette nouvelle saison 92-93, nouveau changement au poste d'entraîneur, Raymond Goethals est une nouvelle fois remplacé, cette fois-ci par Jean Fernandez. L'OM joue plutôt bien en ce début de saison mais enchaîne pas mal de nuls et se classe 5ème en novembre. Tapi, alors mécontent, intervient, limoge Fernandez et remet Goethals pour la 3e fois. S'il y en a d'ailleurs qui ont vécu l'époque et qui veulent bien m'expliquer dans les commentaires pourquoi systématiquement Goethals s'était remplacé et revenait en secours, pourquoi Tapi voulait tout le temps changer et essayer de mettre un nouvel entraîneur, je suis très preneur parce que j'ai pas trouvé d'article sur ces changements qui arrivent chaque année, chaque saison. Ni dans les interviews de Tapi, il en parle pas forcément, donc voilà, j'aimerais bien comprendre s'il y en a qui veulent bien expliquer. Toute la communauté vous en sera reconnaissant. Bref, la remontée avec Goethals opère et les Olympiens finissent par distancer le PSG, seul concurrent au titre. 22 victoires, 10 nuls, 6 défaites sur la saison. Un bilan moins brillant que les années précédentes, mais qui permet toutefois aux Marseillais de remporter un nouveau titre de champion. En coupe, l'OM sort par la petite porte, aux prolongations face à Saint-Etienne en quart de finale. Une équipe sûrement moins efficace que les années précédentes, sans Papin et Waddle devant, qui reste sur 2 désillusions sur les 2 années précédentes en Europe, et qui va pourtant passer haut la main les 16e et 8e de finale de la Coupe des clubs champions. 10 buts marqués en 4 matchs, aucun but encaissé, et l'OM accède donc à la fameuse poule. Car oui, le format de la Coupe d'Europe a changé. Plus de quart de finale ni de demi, place à 2 poules de 4, dont les vainqueurs s'affronteront en finale. L'OM tire les Rangers, Bruges et le CSK. 2-2 sur le terrain des Rangers, 3-0 face à Bruges, 1 partout, puis 6-0 face au CSK Moscou. En avril 1993, l'OM n'est pas encore champion, mais est devant en championnat et peut se permettre de faire tourner, et est très bien placé pour se qualifier pour la finale. L'espoir renaît, l'engouement monte à Marseille, et les recrues ont fait leur trou. L'OM a trouvé sa formule et n'encaisse pas beaucoup de buts, avec sa défense à 5, Dimeco, Desailly, Boli, Angloma et Edeli. Et devant, tout se passe bien pour Boxish, remplaçant de Papin, auteur de 13 buts sur les 2 derniers mois. Les Rangers sont juste derrière l'OM, il ne faut surtout pas perdre. Résultat, 1 partout. Une 3e victoire pour le dernier match face à Bruges qualifierait les Marseillais. Victoire 1-0, l'OM file en finale et va retrouver, encore une fois, le Milan AC, décidément véritable rival historique du club. Sa qualification, l'OM est donc allé la chercher à Bruges grâce à un seul but inscrit par Alen Boksic après à peine 2 minutes de jeu. Ça va Chris? Strange because it's a final. Final is very important. Yes. So it was you come to make training. We have to be with us. very strange. Very strange. Very strange. But he said, look, you know, and he kept saying to me, do you think we win? Do you think you win? And I said, you win. And I said 2-1. And he said, no, I'm not sure. It's Milan. And he said, this team is a good team, but it's not Mose and Papan. And it's a good team. And I said, look, you know, when we beat Milan the first time, I said, after that, Milan have a problem with Marseille. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au stade olympique de Munich où nous allons vivre une 2e finale des clubs champions avec Marseille face cette fois au Milan qui roule. C'est un événement, c'est une fête fabuleuse. Oui, parce que la dernière fois, on pourrait dire presque Marseille avait été pris au dépourvu contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était sa première apparition. Là, l'Olympique de Marseille a l'expérience. La suite, vous la connaissez, le Grand Milan, où joue maintenant JPP sur le banc ce soir-là, car Van Basten titulaire. Enjeu énorme, Milan dangereux,
Mais comme en 91, la logique n'est pas toujours respectée. De la tête, Daniel Massaro sur un Milanais. Danger. Au-dessus, tête de Maldini. Le changer, attention, le hors-jeu. Attention à Massaro. Attention à Massaro. Oh, il n'a pas pris sa chance. Van Basten. Bravo Barthez. Et super arrêt de Barthez. Massaro encore. Et encore. Le poteau Thierry. Ah, je crois que c'est... Et cette fois-ci, c'est l'histoire d'un corner, obtenu grâce à un tacle de Maldini, frappé par Abedi Pelé, commenté par Jean-Michel Larquet. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment idéal. Quel coup de tête de Basile. Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction des 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. Boli cette fois-ci pleure de joie et délivre tout un peuple, tapis est aux anges, l'OM est champion d'Europe. La fête est totale pendant plusieurs jours. Et les Marseillais ont un classico à jouer dans 3 jours au Vélodrome pour valider le titre de champion de France qui n'était toujours pas joué à cette époque-là. Une équipe libérée qui n'a pourtant pas dormi depuis 3 jours, dans une ambiance jamais vue. But de Rudy Voller. Ouverture du score, 1-0 pour les Marseillais. Petit pont par-ci, envolé de Pelé par-là. Le stade est debout. Mais vous, asseyez-vous. L'apogée de la saison arrive maintenant. Boli, encore lui, pour un but légendaire, un deuxième, sûrement les 2 buts les plus emblématiques ou les plus importants de l'histoire de l'OM, marqués une même semaine, par un même joueur, par un même défenseur, de la même façon. C'est assez fou, je pourrais ne pas m'arrêter, je n'en reviens pas. Titre validé, champion d'Europe, l'OM est sur le toit du monde. Et toutes les belles histoires ne finissent pas toujours bien. La saison suivante aurait pu être dans la continuité, mais non. L'affaire de corruption VAOM éclate au grand jour à l'été 93. En septembre, l'OM voit son titre de champion retiré et est disqualifié de toute coupe européenne. À la fin de l'année, l'OM termine 2e. De nombreux joueurs sont partis. Le club est rétrogradé administrativement en 2e division. Bernard Tapie quittera alors le navire. Un bateau qu'il aura construit de toutes pièces pour écrire la plus belle page du football français. Une équipe qui aura fasciné tout un peuple. Un club qui ne l'oubliera jamais. Alors, si vous demandez à un Marseillais pourquoi cet hommage lors d'OM Lorient, il vous dira simplement que Bernard Tapie, c'était le boss. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Vous l'aviez senti, vous
Vous êtes arrivé lundi et vous saviez que votre équipe de Marseille allait la gagner. On a tout fait pour, mais on avait peur de décevoir. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, on sentait que les gens nous sentaient favoris. On avait tellement peur qu'ils soient déçus. En tout voilà, cas, je suis tellement content.